Bon, mes chers amis, voilà, je vais vous présenter la dernière conférence de l'année 2020. Bon, une année quand même très particulière, hein, qui était annoncée comme terrible et qui l'a été. Bon, vu, vu les circonstances présentes. Bon, il ne faut pas s'en réjouir, bien entendu, c'est plutôt malheureux, mais bon, les aspects mondiaux sont tels hein, que bon, ça a donné ce que tout le monde sait. On va voir donc, puisque la conférence s'intitule Où en sommes-nous de la fin des temps, donc on va parler un petit peu de ce qui va se passer, bah, toujours bien entendu, des prévisions en 2021. Bien entendu, on est dans le cadre de la dégradation cyclique des temps. Et donc, par rapport à ce qu'on appelle l'astrologie classique, l'astrologie dans le cadre de l'ésotérisme est un petit peu différente. C'est-à-dire, on n'étudie pas l'astrologie pour le plaisir de l'astrologie, et on n'étudie pas l'astrologie pour faire des prévisions individuelles comme les astrologues professionnels font dans les horoscopes. Hein. Alors, je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, bon, tous les ans, depuis des années, je suis taureau, je suis cancer, je suis capricorne, comment va être mon année? Alors, forcément, on va faire un petit peu à la fin les signes du zodiaque classique. Mais en gros, le but des conférences, bien entendu, qui sont presque toutes sur la fin des temps et l'ésotérisme, c'est de replacer l'astrologie dans le cadre de l'âge de fer, hein, du Kali Yuga, pour dire, ben voilà, il y a des grandes étapes dans ce Kali Yuga, et l'astrologie donne des repères, des indications, etc. Et c'est en ce sens-là que c'est étudié. Donc c'est pas étudié comme quelque chose d'individuel. Mais bon, on en parlera quand même. Donc la conférence va diviser un petit peu de la façon suivante. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout les conférences déjà faites, risquent d'entendre pour la première fois parler de Kali Yuga, d'âge de fer, de dégradation cyclique, de choses comme ça, va plus ou moins réexpliquer un petit peu ce que c'est et voir où on en est aujourd'hui. Et puis ensuite, on verra les grands aspects 2020 et surtout les grands aspects 2021. Qu'est-ce qui risque d'arriver en 2021? Et dans une troisième partie, les signes, les 12 signes du zodiaque classique. Voilà. Alors, vous allez être surpris que la conférence commence par une histoire de plantes et de fleurs. Mais à la fin, vous verrez pourquoi. Alors, c'est une sorte de cadeau de Noël de raconter une anecdote, mais qui est à la fois symbolique et puis une sorte de conte de Noël, mais il faut comprendre qu'elle est absolument vraie. Alors donc, c'est un savant qui travaille dans son laboratoire et qui a quelques plantes et quelques fleurs dans un coin. Il fait ses travaux. Et puis, il passe tous les jours devant des plantes. Il y en a quelques-unes ou fleurs qui sont près d'une fenêtre. Et il va ouvrir la fenêtre, aérer, etc., regarder dehors. Et puis, il jette toujours un coup d'œil aux plantes ou fleurs qui sont près de sa fenêtre. Et puis, peut-être qu'il dit un mot à ces plantes, un peu comme quelquefois on parle à un objet. Bon, dire, t'es épanoui ce matin ou t'as une belle couleur, au hasard comme ça. Et il s'aperçoit qu'au fil du temps, les plantes qu'il regarde sont plus vivaces que les autres dans un autre endroit de laboratoire. Donc ça l'intrigue un petit peu et il essaie de, comment dire, de développer le phénomène en disant, chaque jour, je vais porter plus d'attention à la plante qui est celle devant laquelle je passe tous les jours. Et puis, bon, pas faire trop attention aux autres. Et au bout de quelque temps, il s'aperçoit que les plantes qu'il contemple, à qui il dit un mot, sont beaucoup plus vivaces que les autres. Ça lui semble quand même très curieux qu'il y a des plantes qui dépérissent alors qu'elles sont arrosées de la même façon, elles sont dans la même pièce.
Pourquoi il y en a qui dépériraient, puis d'autres qui s'épanouiraient. Alors, ça l'intrigue, il dit, oui, mais il y en a qui sont près de la fenêtre, on les change de place, on a le même résultat. Il en parle avec des collègues qui, bien entendu, sont pliés en deux de rire en disant, bon, c'est un rêve, c'est de l'imagination, ton imagination travaille trop, etc. Il y en a quelques-uns dans le tas qui se disent, tiens, bah, je veux faire la même chose dans mon laboratoire, je veux voir, puis ça les intrigue, ils ont la même chose. Et alors, ils attribuent peut-être le fait à c'est leur présence. C'est dans leur laboratoire, ils passent toujours devant les mêmes géraniums, les mêmes tulipes, les mêmes fleurs, etc. De dire on va faire ça en terrain neutre. Alors c'est là que ça se corse, ça devient une vraie histoire. Ils vont contacter un grand magasin d'une célébrité internationale pour dire voilà, on est une équipe de scientifiques, on veut faire une expérience avec des plantes ou des fleurs. Et on voudrait voir comment ça se passe si beaucoup de monde dit des choses gentilles à des plantes et des choses méchantes à des plantes. Bon, le directeur du magasin est complètement catastrophé, c'est invraisemblable. Il dit mais c'est une expérience scientifique, j'ai rien à voir avec ça. Mais ils vont faire l'expérience quand même. Hein. L'expérience est relatée officiellement, hein. C'est pas une invention. Hein. On va donc dans un très grand magasin, une très grande surface, faire rentrer les gens, une allée où vous avez les plantes, et une sortie. Dans la partie rentrée et allée, on va dire, vous faites plein de compliments, plein de choses gentilles aux plantes, les féliciter, qu'elles sont très belles, que jamais on a vu des si belles plantes dans un magasin, et à la sortie, oh, t'es une vraie cochonnerie, t'es pas belle, vous ne pouvez pas les regarder. Et au bout de quelques jours, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont de plus en plus belles et d'autres qui dépérissent complètement. Alors, il y a quelque chose qui semble très curieux. Le directeur du magasin est surpris. Et puis, il y a des journalistes qui sont alertés, qui viennent, qui disent « Oui, mais vous avez dû truquer la chose. » Et le directeur du magasin avoue qu'il a un peu truqué la chose. C'est-à-dire, il a un peu arrosé les plantes de la partie positive. En gros, parce qu'il avait peur que l'expérience échoue et que ça ridiculiserait son acceptation de l'expérience. Alors forcément, les scientifiques sont un peu fâchés, ils disent ouais, écoutez, vous n'auriez pas dû faire ça, parce que là, on avait une expérience, puis vous voyez le résultat un peu probant. Donc qu'est-ce qu'ils font au lieu d'arrêter tout? Ils décident d'inverser les plantes. Donc ils vont prendre celles totalement rabougries et les mettre à la place des autres. En gros, ils vont invertir les deux rangées de trucs. Pareil, le public qui rentre, les volontaires, hein, doivent dire comme tu es belle, et de l'autre côté, qu'est-ce que tu es moche, etc. Et au bout de 3 jours, même chose. Donc les plantes qu'il a n'étaient plus arrosées en douce, etc. Totalement épanouies dans le sens compliment, totalement dégénérées dans le sens insulte. Alors, quand l'expérience a été conclue, bon, ça est paru de je ne sais pas quelle revue scientifique, etc., forcément, ça interpelle quelque part. C'est-à-dire, comme l'expérience est vraie, ça veut dire ce que dit toujours la tradition, l'esprit influence la matière. C'est-à-dire si on dit fallait dire quelque chose de vivant, parce qu'une plante ou un animal est vivant, on peut faire la même chose avec un chat, on peut faire la même chose avec un oiseau, lui dire tous les jours qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que tu chantes bien. L'oiseau va de plus en plus bien chanter. Et dire bah toi qu'est-ce que tu fais là, je vais te jeter par la fenêtre, l'oiseau dépérit. À dire, bah alors on a une influence sur les règnes dits, entre guillemets, inférieures. Alors imaginez transposer dans le domaine humain, si chaque fois qu'on rencontre une femme, on lui fait une bordée de compliments, et une autre, une bordée d'injures, ben on a le résultat. En gros, ce serait psychologique. La personne tout le temps félicitée veut être au niveau de l'opinion qu'on a d'elle. Donc, elle a intérêt à se montrer ce son meilleur jour, et non l'inverse. Donc, elle progresse elle-même. Donc, on a plusieurs données fondamentales dans cette histoire, que l'esprit influence la matière, qu'il faut mieux être positif que négatif, puisque quand on est positif, les plantes ou les animaux s'épanouissent, sinon ils dégénèrent. Donc, bien entendu, il y a une influence, puis on a intérêt à cultiver. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, chaque jour je vais de mieux en mieux, il fait de plus en plus beau, mais en gros, c'est de dire si. Alors, forcément, ce n'est pas toujours facile de dire je vais chanter les louanges de quelqu'un, parce qu'il y en a qui sont tellement rébarbatifs que c'est dur. Mais bon, on devrait toujours trouver la partie plaisante, agréable et les qualités d'une personne, vanter celle-là, oublier un petit peu ses défauts. Alors, à part d'être
quelqu'un de complètement zéro, hein, et à part nos hommes politiques, parce que là, pour leur trouver un compliment, là, ça va être beaucoup trop difficile, mais pour le reste, et de voir l'effet que ça fait, et c'est sûr que ça doit faire un bon effet. C'est-à-dire qu'à force de féliciter quelqu'un, soit la personne a une tête comme une citrouille pour dire je suis le maître du monde, bon dans ce cas-là c'est négatif, mais d'un autre côté veut dire faudrait quand même que je fasse quelque chose qui est au niveau de la réputation qu'on me donne, et donc de s'améliorer. Hein, voyez, je vous prends un exemple totalement au hasard. Si on complimente une femme pour son élégance, elle va chercher à être élégante pour être conforme. Si elle dit non, je ne fais pas attention à moi, je veux dire le compliment il est bidon. Mais là, on aurait quelque chose de positif, mais alors de tous les côtés. Hein. Donc vous verrez que ça a une importance à la fin de la conférence, qu'on dira par rapport à la situation présente, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que forcément, ça va être quelque peu négatif. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent les conférences depuis très très longtemps, ces personnes savent qu'on est dans le dernier cycle de 4 âges. Donc il y a 4 âges qui sont l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, et qu'on est dans l'âge de fer, et qu'on est dans la phase terminale de cet âge de fer. Donc on est à la fin des temps, au sens, apocalyptique du terme. Hein. Alors on ne sait pas trop combien d'années il reste, si c'est les 10 dernières années, les 40 dernières années, mais enfin on est tout à la fin, et qu'est-ce qu'il prouve? C'est la dégradation de tout. On a une dégradation générale, il n'y a plus rien qui va dans le climat, il y a la pollution générale, il y a les glaces des pôles qui fondent, il y a une crise sociale, une crise économique, maintenant il y a une crise sanitaire, il y a des crises politiques, il y a des guerres, il y a une violence inouïe. Je dis, l'éducation, ils sont dessous, la santé, ça va pas, la justice, tout le monde la critique tous les jours, la police est dans la rue. En gros, quel domaine fonctionne encore? Moi, ça s'aperçoit qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et les gens qui avant disaient, mais ça fait partie de la vie de tous les jours, il y a toujours une crise politique, il y a toujours des crises économiques et tout ça, mais alors le tout en même temps. Alors là, le tout en même temps, on peut trouver une crise économique au XVIIIe siècle, il n'y a pas forcément un réchauffement climatique. On peut trouver, je ne sais pas, une querelle de succession des rois, il n'y a pas forcément une pollution de tous les océans. Mais à notre époque, puisqu'on arrive à la fin, tout s'agglutine, on a toutes les crises dans tous les domaines. Alors forcément, a priori, comment on peut expliquer ça? Alors on peut l'expliquer politiquement, économiquement, etc. Mais bon, il y a une autre explication, c'est que à la fin du cycle, en gros, tout devient matérialiste. En gros, les matérialistes sont au pouvoir, parce qu'on n'a pas parmi nos chefs des gens qui font profession de spiritualité, encore moins de poésie, de romantisme, etc. Ce n'est pas des moines zen qu'on a au pouvoir, c'est des matérialistes. Ils dirigent une société mondiale qui est matérialiste et marchande, et on a le résultat qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu créer une société, et en plus mondiale, parce que c'est à peu près le même fonctionnement, maintenant sur toute la planète. Avant, il y avait 2 camps. Il y avait un camp marxiste plus pour le social, puis un camp capitaliste plus pour les hommes d'argent, les financiers. Maintenant, tout est fondu. Le marxisme, à part en Chine, ayant capitulé, et de dire, on a un système matérialiste et marchand. Alors, comme une fois la consommation faite, et puis quelques loisirs, et puis les vacances, jusqu'à présent, le tourisme a marché très bien, surtout en Europe, surtout en France. On avait une société où les gens, globalement, en râlant toujours, mais étaient plus ou moins satisfaits, et ils ne voyaient pas un peu ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y avait un système mondial, en gros, où c'est plutôt les financiers et autres qui dirigeaient le monde en sous-main. Et ça se voit dans la tradition primordiale, on résume ça de la façon suivante, c'est-à-dire que c'est un système quantitatif. C'est-à-dire que tout est quantifié. En gros, ce qui compte, c'est ce qui peut se compter. Alors,
en gros, l'économie, bien sûr, ne fait que des comptes, des statistiques, des taux de bourse, des taux de production, des taux de ceci, on compte la population, on compte le taux de chômage, on compte ceci, et en science, que des choses qui sont mesurables. C'est-à-dire, on mesure des quantités, on mesure des distances, que ce soit même des distances entre planètes, entre galaxies, mais il faut toujours une mesure. Tout ce qui échappe à la mesure et tout ce qui échappe à la quantité, bon, en gros, c'est zéro. C'est psychique, donc on ne peut pas mesurer. C'est spirituel, alors là, il n'y a même pas de mesure. Donc forcément, on est dans un domaine très très particulier. Donc René Guénon, c'est pour ça que le grand référent dans la doctrine ésotérique a écrit un livre qui s'appelle Le règne de la quantité. C'est-à-dire, à la fin des temps, on arrive qu'il y a un règne que de la quantité. La qualité, vous la cherchez. Un homme n'est plus jugé selon ses qualités ou sa qualité. Il va être jugé selon ce qu'il gagne. Hein, vous rencontrez quelqu'un, ben, vous faites quoi comme boulot? Vous gagnez combien? Bon, on ne va pas dire quelle est la nature de votre être. Est-ce que votre méditation ne pas parce que ça échappe complètement à tout. Alors on en est là dans la situation, donc on a créé un monde purement quantitatif, il faut bien le dire, on voit le résultat, hein. Ça a commencé au XVIIIe siècle, avec la fameuse révolution industrielle, la révolution scientifique, la philosophie des Lumières, tout ça, ça va ensemble. Philosophie des Lumières, c'est la partie philosophique, et révolution industrielle, ben c'est là qu'on a commencé, 18e siècle, la machine à vapeur, le machin, les premières expériences chimiques, tout ce qui s'ensuit, tout le 19e siècle, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est la phase finale de l'âge de fer, et tout est en fer, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ben, une locomotive, un train, c'est en fer, les rails sont en fer, etc., etc. Les avions sont métalliques. Tout est métallique, hein, etc. Et le symbole de cet âge de fer, ben, c'est la Tour Eiffel. Alors, c'est le symbole de Paris, de la France, mais c'est le symbole de l'âge de fer, elle est totalement en fer. Ben, c'est un chef-d'œuvre en construction, ça symbolise bien l'âge de fer, alors qu'avant, on mettait des tours, des obélisques en granit, en pierre, etc. À la rigueur en bois pour les populations qui n'ont pas de granit, alors jamais en fer. Hein. Parce que faire, ça suppose une industrie, donc ça suppose une production et une civilisation technique. Donc on en est là, hein, bien entendu. Et alors, ce qui a surpris, parce que maintenant on est au bout de 2 siècles, hein, milieu du XVIIIe siècle, début XXIe, bon, on se dit ben, quel est le résultat. Alors c'est aujourd'hui qu'on voit le résultat. Parce que tous ceux qui ont crié au secours, c'est trop matériel, c'est trop rationnel, il n'y a pas de place pour l'âme, pas de place pour l'imagination, encore moins pour la poésie, hein. Alors, plus de religion, parce que vous voyez l'état de la religion depuis le XVIIIe siècle, oh, c'est la décadence, de dire où est-ce qu'on en est arrivé. Eh bien, on est arrivé quasiment au chaos, puisque, hein, comme je disais tout à l'heure, bah, tous les secteurs vont de travers. Et comme tous les secteurs vont de travers, vous avez 2 attitudes. Vous avez l'attitude des traditionalistes qui vont dire ben, vous voyez bien où ce système privé de spirituel, privé de divinité, coupé du cosmos, coupé des dieux. Allez, disons le mot carrément, coupé de Dieu et coupé des dieux, ben, purement humain, purement technocratique. Ben, voyez le résultat que ça a donné. C'est la cata. Puis il y a ceux, forcément, ils sont partisans du système en place. On va vous dire c'est un mauvais moment à passer. Il y a un creux de vague, il y a des difficultés, mais grâce à la conférence sur le climat, grâce à la réunion machin des dirigeants européens, grâce à je sais pas, l'UNESCO pour l'éducation, la culture, on va faire telle chose. En gros, on va faire des réformes. Alors, c'est pour ça que depuis quelques dizaines d'années, vous entendez le mot réforme tous les jours. Bon, c'est déjà un aveu, parce que ça veut dire quelque part, bah, j'avoue que ça ne va pas, puisque je pense qu'à faire des réformes, parce qu'on ne réforme pas quelque chose qui est parfait. Donc forcément, on dit, mais vous allez voir ce que vous allez voir demain. Et alors, depuis quelques dizaines d'années, ben, on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire chaque année, c'est pire. Et alors là, 2020, bah, ça a été pire que pire dans tout ce qui s'est passé. Bon, ça a été quasiment l'année la plus chaude de ces dernières années en climat. La violence sociale, on ne vous dit pas, vous voyez les élections américaines, c'est une véritable empoignade. Bon, une bagarre de chiffonnier au niveau du
des plus hauts dirigeants de la planète, en gros, hein, pour cette puissance. Donc on en est là. Donc en gros, cette civilisation de la fin des temps qui se prétend supérieure à toutes les précédentes, hein, bon, se manifeste par une subversion totale, toutes les choses sont mises à l'envers, vous n'avez que l'injustice quelque part, ça aboutit à de la violence, ça aboutit à de la révolte, et les gens qui ne se révoltent pas, ben, eux, encaissent le coup, ils tombent dans la dépression, donc on a un système dépressif généralisé. Alors, je veux dire qu'avec un bilan pareil, bon, alors c'est pas... Alors, et plus ça va, plus ceux qui sont au pouvoir renforcent leur pouvoir, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on assiste, alors c'est flagrant en 2020, à un renforcement des dictatures. Et même les démocraties rognent sur les libertés sous prétexte que la situation est difficile, et on en arrive bon, à ce qu'elles aient des aspects qui ressemblent aux dictatures. On les appelle d'ailleurs les démocratures. Les démocratures sont des démocraties ressemblant à des dictatures. Puis il y a les dictatures typiques, comme il y a en Syrie, un peu dans des pays du Sud, bon, d'autres pays du Nord, mais qu'on ne citera pas, mais enfin, on les connaît. Et puis, ce qu'on appelle la technostructure, c'est-à-dire que, bon, en gros, et on voit bien là, dans la crise sanitaire, que c'est des experts, entre guillemets, qui gèrent un petit peu les choses derrière les ministres de tous les pays et qui décident de ce qui doit se faire et pas se faire, quoi. En gros, nos fameux technocrates, quoi. Alors, bien sûr, dans ce contexte-là, étant donné qu'il faut réformer et que ceux qui sont au pouvoir sont conscients que ça ne va pas et qu'il faut faire des réformes, on attend toujours le sauveur. Hein, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une élection, tous ceux qui se présentent disent « écoutez, ça ne va pas, mais avec moi, ça va changer ». Vous allez voir ce que vous allez voir, en gros. Hein. Et alors, on a fait le coup, nous, en France, depuis je ne sais pas combien de présidents, que chaque nouvelle tête et chaque jeune personne allait complètement faire l'inverse de son prédécesseur, puis se heurter toujours à des tas de problèmes, comme quoi il y a un système mondial contre lequel il ne peut pas grand-chose, puis n'aboutissant jamais à rien. Que ce soit pour le climat, on vient vous dire maintenant, il y a eu, je sais pas, 2 degrés de plus depuis un siècle, etc., alors qu'on devait diminuer, hein, on devait empêcher le réchauffement climatique, bon, etc., etc. Donc on en est là. Et alors, si vous n'êtes pas dans l'optique de dire on veut un sauveur politique, c'est-à-dire un président qui sort du lot tellement il est meilleur que les autres, on a toujours l'espoir d'un chef religieux. Alors tout y passe, hein. Les musulmans attendent le grand Mahdi, d'autres attendent le retour de Vishnu, les catholiques attendent le deuxième avènement christique, etc., etc. Les Rose-Croix attendent le retour de Saint-Germain. Encore, on se dit les hommes politiques ils vont sortir de rien, ils nous mènent dans le mur et on voudrait quelqu'un d'autre, par le même. Bon, on en a parlé dans une conférence, je ne vais pas la refaire, le grand monarque. Alors le grand monarque sauverait l'Europe de la décadence et tout ce qui est censé. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est plus ou moins faux. Enfin, pas les maîtres spirituels qui reviendraient, mais en gros qu'il y a un sauveur politique, parce que dans le cadre de la dégradation cyclique des temps, le cycle doit aller jusqu'au bout pour son effondrement. Donc il ne s'agit pas de renflouer le cycle. Si on renfloue le cycle, on le maintient à flot, tant bien que mal, mais il va continuer à se redégrader. En gros, il faut le laisser tomber. Les gens disent, mais vous voyez pas, si on laisse tout aller au volo, c'est la dissolution. Ben oui, c'est la dissolution finale. Vous avez une montée des eaux, vous avez une catastrophe climatique, vous avez, etc. Donc, en gros, c'est la fin. Et renflouer quelque chose qui est en train de finir, c'est comme renflouer un vieillard qui a 98 ans et qu'on va dire, il a 7 maladies, mais il faut le sauver. On va dire, oui, mais combien de jours ? Combien de temps? Donc on voit bien que nous, notre civilisation, les 2000 ans et quelques de christianisme, c'est l'ère des poissons, et l'ère des poissons est finissante. Donc il va y avoir une nouvelle ère. Donc tous ceux qui veulent sauver l'ère en cours vont à contre-courant, j'allais dire, de l'histoire cosmique qui est un bouleversement et une nouvelle ère. Alors non pas comme on l'entend toujours, l'ère du Verseau, parce que c'est assez pompeux de dire la nouvelle ère, c'est l'ère du Verseau. En fait, c'est une nouvelle ère de 26 000 ans. Il y a 26 000 ans qui finissent et 26 000 ans qui commencent, avec une charnière là, extraordinaire, dont le premier signe est le Verseau. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ère du Verseau. Mais ce sera suivi d'une ère du Capricorne, d'une ère du Sagittaire, etc. C'est-à-dire un nouveau cycle
de précession des équinoxes de 26 000 ans. Alors ça, c'est pas connu du tout. Alors forcément, nous, on ne verra pas les ères du Capricorne, du Cancer, de tout ce que ça suit. À la rigueur, dans quelques années, on aurait l'ère du Verseau. Alors il y en a qui disent que c'est déjà commencé, hein, la preuve cette année. Alors on en est là, hein, dans la situation. Alors forcément, cette année, il y a eu beaucoup de troubles. Hein. Donc, quand on a fait la même conférence l'année dernière pour dire voilà ce que sera l'année 2020, on a dit que ce serait une année quand même assez terrible, vu les aspects très difficiles qu'il y avait. Je n'ai jamais vu ça d'ailleurs dans le ciel comme aspect. On en a d'autres dans notre genre cette année, donc c'est pareil, c'est des aspects très très rares. Et donc, ça a donné un peu ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de violence dans le pays, des violences sociales, des manifs, qui dégénèrent, des casses de magasins, tout ce qui s'ensuit. On a vu l'élection américaine, ce que ça donnait. On voit le jeu de la Turquie au Moyen-Orient. Il y a eu une guerre dans le Caucase. Il y a à Beyrouth la moitié du port qui a sauté. Il y avait un entrepôt, on ne sait pas trop quoi dedans. À un moment, ça a pris feu ou ça a été provoqué. Mais bon, la moitié du port a été volatilisée, etc. Alors, il y a toujours ce fameux réchauffement des cyclones dans tous les coins. Je crois qu'il y en a eu un hier là, qui a ravagé les îles Fidji, et patati et patata. Va dire, bon, ça continue à aller un petit peu de travers partout. Et puis, forcément, la fameuse crise sanitaire. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui avait vu que la catastrophe de l'année prendrait l'aspect d'un virus, parce que quand on a fait les prévisions en décembre de l'année dernière, on voyait que ça allait aller très mal. Il y avait des indicateurs que ça pouvait être un problème de santé, puisqu'il y avait un Pluton très mauvais qui symbolise le virus. Donc en gros, Neptune en astrologie symbolise les microbes et Pluton symbolise les virus, et sa conjonction avec Saturne donnait un aspect assez maléfique, quoi. Hein, donc on était là. Alors tout le monde a entendu parler bien sûr pendant l'année du fameux corona, donc le coronavirus, qui a occupé l'année. Il faut bien dire que 90% des infos, c'était ce fameux coronavirus. Alors, c'est un virus très particulier. Donc là, aujourd'hui, comme on va présenter l'année qui vient, le bilan de l'année qui vient de s'écouler, on ne va pas, polémiquer. Polémiquer, ça veut dire d'où vient le virus, qui l'a lancé, d'où il est parti, parce que ça a occupé les débats toute l'année. En gros, est-ce qu'il vient de Chine? Est-ce qu'il vient d'un laboratoire qui a fait une expérience? Le virus s'est échappé? Est-ce que des services secrets ont répandu volontairement le virus pour décimer une partie de la population? On ne traitera pas de sujet, ça peut être très intéressant, mais on ne va pas trancher. De toute façon, on n'a pas tellement les compétences pour trancher. Toujours est-il que ce virus a circulé. Il a quand même fait pas mal de centaines de milliers de morts, et on ne peut pas dire que c'est une simple grippe. Et on ne peut pas dire que ce virus n'a pas existé non plus, qu'il est inventé, hein, parce qu'il existe vraiment. Maintenant, tout ce qu'on a fait comme comédie à côté, avec les mesures qui ont été prises, les choses essentielles pour essentielles, etc., les histoires des masques, des tests, maintenant le fameux vaccin, c'est dit... il y a une partie propagande, une partie bluff, une partie ceci, une partie cela. On s'est aperçu d'ailleurs au passage que les gens qui s'occupent du sanitaire dans les pays, en particulier les ministres de la Santé, ont pris un peu le pas sur les politiques, sous prétexte, bien entendu, de où en est le virus. Alors il y a un peu tout. Il y a des choses qui concernent le virus réellement, puis il y a des choses qui concernent la politique. C'est-à-dire que chacun essaie de récupérer un petit peu les choses. Par exemple, l'État peut jouer sur la peur. Attention, si vous sortez, vous allez attraper le virus, vous allez le refiler à d'autres, patati patata, il faut éviter ceci, il faut porter le masque, patati patata, et donc on joue un petit peu sur... Il faut surtout vous faire vacciner, tout ce qui s'ensuit. On ne va pas discuter non plus de savoir ce qui était essentiel, pas essentiel, l'État faisant une liste de choses essentielles,
qui n'est curieusement jamais essentiel pour nous. Bon, je vous prends un exemple au hasard, fermer les librairies et les bibliothèques, pour moi c'est essentiel, puisque je vis que de livres et de culture. Bon, pour l'État, ça semblait totalement insignifiant. Maintenant, on peut discuter de savoir pourquoi à 4, on ne pouvait pas rentrer dans une librairie, mais qu'on rentre à 5 ou 6 dans un débit de tabac. Pour acheter du tabac qui tue. Donc on se dit que bon, alors c'est que dans l'esprit du gouvernement, il y avait priorité à la vente du tabac pour que les gens qui fument se détendent un petit peu plutôt que se cultiver. Mais si on en est là, on voit bien dans quel sens ça va. C'est-à-dire que c'est la culture qui passe à la trappe. Et on s'aperçoit un peu que ce qui est passé à la trappe, c'est la culture, c'est le tourisme, c'est les visites de musées, de monuments et de tout ce qui s'ensuit. Enfin, finalement, c'est ce qui faisait, et les théâtres et les cinémas, c'est ce que faisait l'agrément de la vie. Ouais, la gastronomie pour les restaurants. En gros, c'est tout le côté agréable de la vie qui a été supprimé. Et puis on s'est dit, enfin le gouvernement a dit, mais par contre il faut travailler, il faut continuer à prendre les transports en commun qui ne sont pas dangereux du tout. Bon, puisqu'on a le masque, mais entrer dans une librairie, c'est le parcours du combattant, etc. Là on voit bien qu'il y a quelque chose. Et alors maintenant, bien sûr, la solution, le sauveur, on s'entend jamais ce que le sauveur soit celui-là, c'est le vaccin. On dit, oui, mais on va mettre au point un vaccin, vous allez voir quand les gens vont être vaccinés, quand ils seront vaccinés, ben, il n'y aura plus rien. Beaucoup de gens ont peur du vaccin parce qu'on ne sait pas trop comment il a été fabriqué. Et donc c'est le cadeau de Noël. Hein. Ben oui, parce que on ne devrait pas rire parce que la situation est dramatique, mais en gros le vaccin arrive pour Noël, on l'annonce en décembre. C'est le vaccin décembre. Bon. Et donc c'est le vaccin pour Noël, avec une rivalité, comme c'est pas possible, entre les trusts pharmaceutiques, pour qui mettra au point le vaccin premier. Et bien sûr, s'il y a plusieurs mois d'avance dans la diffusion des vaccins, on vend des millions de doses, c'est des milliards et des milliards, parce que le vaccin vaut très très cher. Bon, là, comme moi, je ne suis pas scientifique, pas médecin, pas ceci, je ne peux pas vous dire la composition du vaccin est bonne ou pas bonne, quoi. Il paraît que, bon, c'est un nouveau vaccin, enfin, celui qui est diffusé là maintenant, le premier, est fait à partir de matériel génétique et non pas du matériel habituel pour les défenses immunitaires. En gros, on essaie de contrecarrer le virus par quelque chose qui renforce la défense immunitaire, et là, on aurait quelque chose de génétique, ça s'appelle le fameux ARN messager, et ça, on n'a jamais fait ça. On a attendu qu'il y ait cette situation pour faire ce genre de choses, et là, comme on touche à la génétique, c'est pas trop ce qu'on peut modifier dans ce qu'on appelle les ADN, les ARN, et des choses comme ça. Pour certains, c'est ultra dangereux, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis pour d'autres, c'est la solution, parce que sinon, il n'y en a pas d'autres. Hein. Et donc, on en est là. Alors, on ne va pas discuter non plus de savoir si le virus a été fabriqué ou pas fabriqué, parce qu'on n'a pas trop de compétences là-dedans, mais on connaît tous les théories qui circulent là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que si le virus n'a pas été fabriqué, aucun laboratoire n'a fabriqué un virus, aucun laboratoire l'a laissé échapper, aucun service secret spécialiste dans la guerre bactériologique a jeté un virus sur la Terre pour décimer les humains, et il n'y a pas la main de Dieu non plus qui, voulant punir les humains, eh bien, supprimerait les méchants par la voie d'un virus, et le diable, voulant éliminer 3/4 de l'humanité, lancerait un virus. Ces hypothèses-là étant censées être totalement farfelues, surtout les deux dernières, ben alors d'où vient le virus? Eh bien, il s'est créé tout seul. Ben, c'est clair, le virus s'est généré tout seul. Puisqu'il a été fabriqué par personne, il faut croire que le virus est une génération spontanée qui s'est dit à un moment, dans la mesure où il pense, ben, à partir de demain, je circule. Bon. Et alors, lui, il se fout éperdument des frontières. Il passe toutes les frontières, comme les terroristes qui passent toutes les frontières, le virus aussi. Hein. Puis il décime théoriquement les plus faibles, les plus fragiles, les personnes âgées, patati patata, un peu moins les jeunes. On le croit vaincu, il régresse pendant la chaleur de l'été, puis il revient. En gros, il fait un mouvement d'aller-retour. Bon, on se dit, c'est quand même curieux. Il y a même un ministre, un dirigeant qui a dit le virus est stratège.
puisque quand on prend des mesures, eh bien, il recule, et puis quand les défenses s'affaiblissent, il réattaque, c'est-à-dire que le virus fait de la stratégie tout seul. En tant que virus, on ne savait pas qu'il y avait des pensées aussi élaborées, mais on en est là, ça fait rire personne, ce genre de choses. Et donc, voilà, donc, on en est là, c'est quand même un peu curieux, un virus de cette ampleur-là. Alors le vaccin, qu'est-ce qu'il va donner, on ne sait pas, pour l'instant on expérimente, puisqu'on a les premières semaines de vaccination, il y en a qui attendent pour voir. Hein. S'il y a des effets secondaires, ben on saura dans un mois, donc on verra si on suit le truc. Et alors, vous allez voir quand même des choses très curieuses. Alors forcément, certains vont hurler à la théorie du complot, ça va de toi. Hein. Alors, le virus s'appelle Corona. Alors ça veut dire la couronne ou le couronné, parce que le virus est comme une boule avec des pointes. Et donc, ça fait penser à une couronne avec des parties pointues, comme une couronne de roi, hein, le corona. Vous avez un vocable KRN dedans, qui veut à la fois dire couronne, KRN ou CRN, qui veut dire à la fois couronne, parce que c'est les mêmes syllabes qui font le même mot que corne. Bon, il y a un peu l'allure en surface de corne. Alors, si on remplace dans l'alphabet les lettres de Corona par leur rang dans l'alphabet, par exemple le C c'est 3, hein, A c'est 1, 2 c'est B, 3 c'est C, bon, O c'est la 15e lettre, etc. Eh bien, on arrive le total à faire 66 et on arrive Corona à avoir 6 lettres, on arrive à 666. Bon, certains vont dire oui, c'est facile comme calcul, vous avez retrouvé le nombre de la bête, 666. Bon. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais vous prenez Corona, mais ça, c'est les journalistes qui emploient le Corona. Hein. En fait, le virus, scientifiquement, s'appelle le Covid-19. Alors, si vous faites la même chose avec Covid, vous arrivez à 53, vous rajoutez 19 et vous trouvez 72. Vous n'avez rien à voir avec 6. Mais 72, c'est le nombre des compagnons de 7 qui sont les dirigeants occultes du monde. C'est-à-dire que, en fait, les 72 dirigent le système mondial marqué, fameux système technocratique, mondialiste, matérialiste et marchand qui domine la planète, qui est la bête, 6, ses dirigeants sont 72. Alors certains vont dire, oui, mais c'est bien beau, mais c'est un calcul trafiqué, en fait, Covid-19, c'est la Covid-19, mais là, le L c'est 12, le A c'est 1, le total fait 13, et 13 c'est le nombre de la mort. Parce que la lame de tarot 13, c'est la lame de la mort. Et si vous additionnez les 72 d'ici, les 13 d'ici, vous avez 85, 8 et 5, 13, et vous retomber. 13, le nombre de la mort. Et puis certains petits malins vont dire, ben, écoutez, en fait, dans les laboratoires et dans les trusts pharmaceutiques, on n'appelle pas du tout ça comme ça, on appelle ça SARS-CoV-2. Et si vous faites la même chose pour SARS-CoV-2, vous tombez sur 99. Et qu'est-ce que 99 ? C'est 66 à l'envers. Bon. Donc vous êtes toujours dans des 6, dans des 13. On ne va pas revenir sur toutes les conférences qui ont été faites précédemment. C'est toujours les nombres qui sont liés aux forces des ténèbres. Hein. Oui, il faut bien dire. Hein. Alors, ça paraît très curieux. Il y en a qui vont dire, oui, mais bien sûr, mais c'est en français, c'est avec l'alphabet français, c'est les rangs de l'alphabet français, quand il n'y a pas 26 lettres, ça ne peut pas donner la même chose. Mais tous les pays du monde emploient les expressions Corona, Covid-19, SARS-CoV-2. Que ce soit en chinois, en argentin, en truc, c'est les expressions mondiales. On ne les traduit pas en hébreu, en russe, etc., avec d'autres nomenclatures chiffrées. Là, c'est quand même très étrange. Hein, très particulier. Alors on pourrait continuer, on pourrait dire, bon forcément ça va faire rire parce qu'on va dire qu'on cherche un petit peu à arranger les choses, mais enfin le mot vaccin est 6 lettres. Le premier test pharmaceutique qui sort le vaccin, qui s'appelle Pfizer, eh bien c'est 6 lettres. Bon, PHYZER, c'est 6 lettres. Alors moi je me dis, bon j'ai déjà 2 6, comment je pourrais en avoir un troisième ? Comment s'appelle le dirigeant ? Ben, le dirigeant a un nom en 6 lettres aussi. Alors je me dis, si je mets le vaccin Pfizer et le nom de son dirigeant, qu'on ne peut pas citer ici, ben on a 666. Et puis son prénom est en 6 lettres aussi. Alors vous dites, si j'additionne 4, 6, ben j'ai 24, mais 2 et 4, 6.
Hein, alors, quand on arrive là, on peut continuer indéfiniment, mais on ne va pas passer toute la journée. 666 revient un peu trop souvent. Pour que ce soit du hasard, donc ce serait la marque, bien sûr, de la bête qui est 666. Qu'est-ce que ça viendrait faire là-dedans? On le voit par le masque. En gros, le masque, ça va être, est-ce que vous le portez ou pas? Et le vaccin, est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Ça fera une différence entre les humains, ceux qui acceptent le vaccin, ceux qui le refusent. Alors, le président, tout de suite, dès sa première parole d'un discours, a dit « mais il ne sera pas obligatoire ». Parce qu'il sait qu'il y a une telle hostilité au vaccin que, bon, il ne peut pas être obligatoire. Mais il sera rendu obligatoire indirectement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une propagande telle pour que les gens se fassent vacciner. Après, il y aura une culpabilisation. On dira « si vous ne l'êtes pas, attention à ce qui va vous arriver, vous allez contaminer autrui, si vous êtes malade, c'est de votre faute, etc. » Et puis, il y a des pays qui ne sont pas obligés d'obéir à la France, qui vont dire « mais chez nous, si on n'est pas vacciné, on ne rentre pas ». Et il y a déjà des compagnies aériennes qui ont dit « nous, pour monter dans les avions, il faudra prouver qu'on a été vacciné ». Ben, vous dire ben, « dans ce pays-là, si je ne suis pas vacciné, je ne pourrais pas y aller ». Ben non. Bon, ben... Alors, on avait déjà le code barre qui était en 666, on avait les puces sur la main qui vous dépistaient, etc. On a la 5G, puis alors maintenant, on aurait donc le vaccin. Ben, le tout additionné fait qu'il y a un système de contrôle généralisé. Mais bon, si on poursuit plus au-delà, on va dans la théorie du complot, il faut mieux éviter, quoi. Alors, quand même, vous allez voir quelque chose de très, très curieux, puis après, on passera à l'astrologie, quand même, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que le bruit court, bien sûr, chez les théoriciens du complot, qui aurait une programmation qui aurait été faite, mais il y a déjà plusieurs dizaines d'années, hein, comme quoi il y avait trop de monde sur la Terre par rapport aux ressources, et qu'il faudrait éliminer une partie des humains. On ne dit jamais trop lesquels et de quelle façon. Alors forcément, tout peut y passer. Hein. Une guerre mondiale nucléaire, il y a 90% des humains en moins. On ne dit pas déjà l'état des survivants avec la radiation. Alors ça serait peut-être un peu trop dangereux. Après, il y a toutes les catastrophes naturelles, les chutes de météorites, les machins, tous les scénarios de l'apocalypse possibles. Et puis bien sûr, le virus qui lui pourrait tuer plusieurs millions, dizaines de millions de personnes, sans détruire les villes, sans ruiner l'économie, encore bon, elle est déjà très mal en point, etc. Alors bien sûr, c'est des hauts cris des milieux rationalistes pour dire cette déprogrammation c'est totalement inventé, ça n'existe pas, sinon c'est du fou furieux néo-nazis qui ont inventé la dépopulation, programme de dépopulation. Ah, figurez-vous qu'il y a quelque chose de très très curieux, c'est que l'annonce a été faite officiellement et que ça peut être vu et prouvé très très facilement. Il y a un monument aux États-Unis, c'est aux États-Unis, c'est peut-être pas un hasard, dans un état qui s'appelle la Géorgie, où il y a un monument qui est une sorte de portique en granit, que tout le monde peut voir, aller visiter, aller photographier. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce portique en granit? Il y a un texte en 10 phrases que vous avez là. Donc le monument s'appelle Georgia Guidestone, les pierres guides de la Géorgie. Voilà. Et vous avez 10 commandements qui sont gravés sur 2 faces donc, du portique en pierre, en 8 langues. Donc vous avez l'anglais, forcément, le français, le russe, le chinois, etc. Et alors le texte est le suivant. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions en perpétuel équilibre avec la nature. En gros, on a écrit, vraiment sur la pierre, hein, que tout le monde peut voir, c'est pas une invention, c'est écrit. Hein. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'habitants, sur 7 milliards et demi. Ça veut dire que là, on prévoit qu'en des fois, on tuait 7 milliards. Je ne sais pas si le virus ira jusque-là. Et ensuite, il y a 9 autres annonces, ils s'appellent des commandements. Là, vous avez guidé la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité, sous-entendu des humains. Hein. Améliorer la forme physique, ça peut être trafiquer un peu les gènes. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. En gros, une langue unique planétaire. On ne sait pas pourquoi là, il fallait annoncer en 8 langues pour qu'à la fin, il n'y en ait plus qu'une. Ça doit être l'anglais, ou alors le langage binaire informatique 0 et 1. Alors, traiter de la passion, de la foi, de la tradition
et de toutes les autres choses avec modération. Alors on suppose que passion, vu le contexte, foi et tradition, ça peut être la passion du Christ, non pas des passions personnelles. Foi, passion, tradition, tout ce qui est spirituel, traité avec modération, hein, pas trop insister là-dessus. Bon, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables, pour moi ça passe, ça fait plaisir à tout le monde. Laisser toutes les nations gérer leurs problèmes internes, voilà, et les problèmes internationaux devant un tribunal mondial. Donc en gros, chaque État, chaque nation gérait ses petits problèmes personnels, mais pour les grands trucs, ce serait international. On est dans le nouvel ordre mondial, là. Éviter les lois, les fonctionnaires inutiles. Là, il faut être avis tous les bureaucrates de tous les pays. Équilibrer les droits personnels et les droits sociaux. Ça passe à peu près. Faire primer la beauté et l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. On ne sait pas trop ce que ça veut dire l'harmonie avec l'infini, mais enfin, bon, on est là dans un contexte de bisounours, en gros. Hein. Et ne soyez pas un cancer sur la Terre, laissez de la place à la nature. Si on dit aux gens, aux humains actuellement, soyez pas un cancer, donc vous êtes un cancer. Laissez la place à la nature, vous la polluez, vous dégradez tout, allez-vous-en. On se demande comment un texte comme ça peut être écrit officiellement sur un monument, photographiable par tout le monde. Et que ça passe inaperçu, parce que c'est très peu connu, hein, bien entendu. Mais alors le texte est hallucinant. D'abord, il fait semblant d'être comme les 10 commandements. Mais on ne voit pas dans les 10 commandements, vous avez une phrase, par exemple, « tu ne tueras pas », que là, on demande d'éliminer 7,5 milliards d'habitants, 7 milliards sur 7,5. Vous dites que là, il y a un truc, et ça passe totalement inaperçu. Hein. Personne n'a rien dit. Et le texte, vraiment, par exemple, faire une seule langue unique mondiale, c'est la tour de Babel. Quand les humains ont construit la tour de Babel, ils parlaient tous la même langue, ils s'entendaient bien, ils n'avaient qu'une seule idée, monter dans le ciel par effraction. Dieu en envoie un éclair qui réduit tout au niveau du sol, et ensuite les humains sont dispersés aux quatre coins de la terre, si on peut dire, hein, pour la sphère, et parlent, au fur et à mesure des siècles, des langues totalement différentes. En gros, cette phrase-là, c'est reconstituer la tour de Babel. À part ça, vous êtes du côté du bien ou du mal? Bon. Alors, qu'est-ce qui prouve que vous êtes du côté du mal? Georgia, 7 lettres, Guy d'Eston, 11, le total fait 18, et ça fait 6 plus 6 plus 6. La cause est entendue, on sait ce que ça donne, on sait le résultat. Bon, voilà, alors on peut continuer comme ça, mais bon, ce ne serait plus l'exposé d'aujourd'hui, hein, si on continue. Sinon, qu'à la fin, en gros, ce qui domine à la fin des temps, ce sont les empires de la Lune. Alors, qu'est-ce que les empires de la Lune? C'est tous les pays ou civilisations qui sont marqués par la Lune. Donc, il y a les États-Unis, parce que c'est un pays cancer. Dans leur fondation, ils ont 4 planètes très importantes en cancer. Donc, ils sont cancer, c'est la Lune. Vous avez la Chine, parce qu'elle est balance, ascendant cancer, comme signature astrologique. Puis, vous avez le monde musulman, dont bien sûr le calendrier lunaire. Le ramadan commence au premier croissant de lune et les drapeaux des pays de l'islam ont un croissant lunaire. Et bien sûr, ces 3 puissances-là, vous voyez lesquelles elles sont, États-Unis, Chine et islam sont en gros les acteurs principaux de la phase finale de la fin des temps, hein, qui normalement devrait disparaître avec la fin du cycle. Bon, ça ne va pas leur plaire, parce que la Chine veut devenir première puissance mondiale, les États-Unis sont très mal en point, etc., etc. Mais bon, alors, on voit bien d'ailleurs le rôle incroyable que joue l'islam depuis à peu près une 50aine d'années. Alors, pas toujours en positif, puisqu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a le fanatisme. Alors, ce n'est pas l'islam en tant que religion, donc il y a une croyance, mais ce qu'on appelle l'islam politique. On ne va pas en parler aujourd'hui, c'est une conférence entière, islam spirituel, islam politique, etc. Bon, la Chine, on connaît son rôle et les visées qu'elle a de devenir la première puissance mondiale, mais toujours une importance considérable, mais pour la fin du cycle. Dans le prochain cycle, on ne les retrouve pas. Alors, il y a des personnes qui vont dire, mais alors, on ne retrouve plus de religion et plus du tout les états actuels dans le prochain cycle. Non, parce que le cycle est totalement renouvelé. Il n'y a d'ailleurs plus besoin de religion. Pour une raison bien simple, c'est comme la tradition primordiale est rétablie, que tout le monde obéit à des principes sacro-saints,
que tout le monde dit je ne veux pas tuer mon voisin et que personne n'est criminel, quel crime vous voulez qu'il y ait? Donc il n'y a plus besoin de tribunaux. Vous avez une éducation tellement bonne que personne pense à mal faire. Vous dites pourquoi il y aurait des lois et pourquoi une religion pour cadrer les gens, puisque de toute façon, le système social, politique et religieux sont fondus en un qui est un rétablissement des grands principes. Qui, s'ils n'avaient pas été abandonnés, ne seraient pas du tout où on en est aujourd'hui. Hein. Voilà, donc on va clore là-dessus. Et un petit truc final pour finir, vous allez rire, je ne devrais pas le faire parce que je vais peut-être être mal vu par qui, vous savez, c'est le fameux dirigeant chinois Xi Jinping. Bon. Et il est né le 15 juin 1953. Je fais des bêtises là. 15 juin 1953. D'ailleurs, presque comme Trump qui est né un 14 juin, ils sont gémeaux tous les deux. Et alors vous allez dire quelle particularité il y a qu'un dirigeant d'un très très grand pays à la fin des temps soit né un 15 juin 1953. Parce que 15 c'est 6. Le mois de juin c'est 6. Et 1953 c'est 18. Et ça fait 6, 6, 6. Si avec ça, on n'a pas signé le fait qu'on est la principale puissance pour la fin des temps, plus rien ne veut rien dire. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, c'est pas de ma faute, c'est sa date de naissance. On l'a traduit tout simplement en chiffres. Alors certains vont dire, oui, mais c'est un hasard. Il serait né 2 jours après, vous n'auriez pas ces chiffres-là, oui, mais bon, si vous voulez y faire, ça donne ça. Bon, voilà, alors, on va maintenant passer, puisqu'on a vu tout ça, c'est un rappel, hein, parce que c'est dans toutes les conférences, à ce qui s'est passé l'année en cours. C'est-à-dire 2020. Alors on a annoncé qu'il y avait de terribles aspects. Alors vous les avez ici en très très, très schématique. Hein. C'est-à-dire vous aviez dans le signe du Capricorne 3 planètes. Dans le 3e décan Capricorne, pour que ces 3 planètes soient ensemble, il faut un concours de circonstances absolument exceptionnel. Il y en a qui sont très très lentes, qui font le tour du zodiaque en très très longtemps. Imaginez Saturne 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Pluton 240, Jupiter 12, et puis à un moment, avec des circulations autour du zodiaque comme ça, se retrouvent tous les 3 conjointes dans le même décan. Et à un moment, c'était au mois de mars, c'est quand le confinement a commencé. Hein. Mars est passé dans la conjonction avec les 3 planètes, vous aviez donc une conjonction à 4 planètes, rarissime, très dur en Capricorne, hein, c'est... Bon, en gros, ça a été à la fois une crise, parce qu'avec Pluton-Jupiter, c'est la crise, avec Pluton, c'est le virus, avec Saturne qui est dans son signe, c'est l'immobilisme, parce que c'est une planète de blocage qui représente l'immobilisme. Alors là, pour être immobilisé, on a eu le confinement. Et quand Mars est passé pour dire, voilà, il y a un événement très important, c'était au mois de mars, et c'était quand? C'était le 16 mars, c'est quand le confinement a commencé. Bon. Et alors après, Mars a évolué, il est passé, bien entendu, Capricorne, Verseau, etc. Il est arrivé en Bélier, dans son signe, et quand il est arrivé en Bélier, il a fait 3 aspects négatifs aux 3 planètes qui restaient en Capricorne. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire actuellement, au moment où je parle, là, il y a encore Mars qui fait 3 carrés, ce qu'on appelle des carrés en astrologie, c'est-à-dire les aspects les plus négatifs à ces 3 planètes. Donc on est forcément dans le reconfinement ou le déconfinement à moitié ou un semblant de quart de bout de morceau de semblant de déconfinement, etc. C'est ça. Ah, vous allez voir après que ça va changer, presque complètement. Donc c'est assez rare quand même comme aspect. C'est ce qui faisait l'aspect catastrophique de 2021. À un moment, Saturne, qui est d'ici, qui est un Capricorne, il a avancé en Verseau. Il a fait quelques degrés en Verseau, en gros 2 ou 3 degrés. Et alors, comme le Verseau est un signe de liberté, c'est là qu'il y a eu le déconfinement. Et puis, quand après il est revenu en Capricorne, on a eu le reconfinement. Donc, forcément, c'est conforme. En gros, ce qui se passe est plus ou moins conforme aux astres. Enfin, la marche des astres, quand même. Hein.
Alors remarquez aussi au passage qu'il y a eu ces confinements, 2 confinements dans l'année, enfin le même à rebondissement, avec un parti qui dirige la France qui s'appelle En Marche. Alors on se dit que bon, c'est un petit peu embêtant d'être dans l'immobilisme quand on est dirigé par le mouvement politique En Marche, mais bon, on a tout. J'ai quelquefois de croix estomaquées en fonction de ce qui se passe. Remarquez qu'aux États-Unis, c'est pareil. Puisque Joe Biden, qui a gagné les élections, a dit vous allez voir, avec moi tout va changer, on va avoir un renouveau, puis il s'est cassé le pied. Alors vous dites, bon, ça a vraiment pas de chance. Bon, alors, forcément, ceci posé, on ne va pas s'éterniser sur l'année 2020 parce qu'elle est en train de finir, on est dans les derniers jours. Là. Pour ceux qui auront la conférence mise sur YouTube plus tard, je parle juste un petit peu avant Noël. Hein. Alors, c'est l'année 2021. Alors, comment ça va être? Alors, tout de suite, on va dire, bon, est-ce qu'elle est bonne, elle est mauvaise? Ah ben, elle est mauvaise. C'est un petit peu embêtant, mais alors, pas du tout dans la même nature que la précédente, mais difficile quand même, pour des choses que l'on va voir là maintenant. Alors, bien sûr, il y a plusieurs nouveautés. En gros, il y a des nouveautés, puis il y a des aspects négatifs. Alors, la nouveauté, c'est que les 2 planètes que vous voyez ici, Jupiter et Saturne, qui étaient en Capricorne ici, 3e décan Capricorne, conjoint avec Pluton, comme on a vu tout à l'heure, passent en Verseau. Ça se passe justement le 21 décembre 2020. C'est dans quelques jours. Pour moi, bientôt, quand vous écouterez la conférence, ça sera déjà passé. Hein. Donc, 2 planètes très importantes, 0 degré du Verseau ici. Alors, le Verseau, alors c'est pas l'ère du Verseau, c'est pas encore l'ère du Verseau, c'est pas parce qu'il y a du Verseau cette année que c'est l'ère du Verseau, mais enfin c'est un signe avant-coureur que les choses vont bouger. En gros, ces 2 planètes-là sont bien meilleures en Verseau qu'en Capricorne. Hein, alors Saturne est toujours maître du Verseau comme il est maître du Capricorne, mais le signe, c'est un signe d'air, c'est beaucoup plus aéré, c'est beaucoup plus évolutif, etc. Et alors, avec Jupiter en Verseau, il est bon. Hein. Donc, vous avez un bon aspect. Alors bien sûr, pendant l'année, les planètes vont bouger. Hein. Vous voyez, là je vous ai mis, bon, ils sont conjoints 3 à 7 degrés du mois de janvier, etc. Ensuite, Saturne va avancer, vous voyez, jusqu'ici, jusqu'à 13 degrés du Verseau. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétrograder. Bon, les planètes avancent et rétrogradent, hein, etc. C'est-à-dire qu'il va retourner dans le 1er décan. En gros, il ne va pas bouger des 13 premiers degrés du Verseau. Par contre, Jupiter, lui, fait tout le signe, au fur et à mesure des mois, hein, etc. Il va avancer, il va même arriver en Poisson, puis arriver 2 degrés en Poisson, il va retourner en Verseau, il va être très longtemps là, 3e décan Verseau. Alors, conclusion pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, est-ce que c'est bon? Globalement, c'est bon. C'est-à-dire que ces planètes en Verseau sont bons, voilà, Jupiter fait tout le signe, Saturne fait presque la moitié du signe, alors où serait le problème? Pour que ça aille mal, qu'est-ce qui ferait problème? Alors que là, on a un bon coup d'énergie, un bon coup de liberté, un bon coup de ceci, eh bien c'est ici. C'est-à-dire que, là il y a une erreur, pardon, tenez pas compte de ça, donc c'est dans le signe du Taureau, vous avez actuellement Uranus. Donc Uranus c'est à 6-7 degrés dans le 1er décan. Bon, il va avancer aussi, hein, jusqu'au milieu du signe. Et quand vous avez un Uranus en Taureau ici, eh bien forcément vous allez avoir un très mauvais aspect avec la conjonction ici. Alors en clair, s'il y avait eu l'aspect Jupiter-Saturne sans Uranus, on avait une année sans ça. Comme il y a un aspect négatif avec Uranus, forcément c'est bloqué. Et Uranus en Taureau, malheureusement, c'est le plus mauvais signe pour la planète. Alors on assiste à quelque chose de curieux, c'est qu'Uranus, qui est actuellement en Taureau, est le maître du Verseau. Et qui va être en aspect négatif au 2e maître du Verseau, qui est Saturne, qui va être en aspect négatif à Jupiter. Vous dites, ben là, on va avoir quelques soucis.
Et c'est sûr que les problèmes, le gros problème de l'année vient de là. Hein. Alors pour les autres planètes dites lentes, c'est-à-dire ceux qui restent assez longtemps au même endroit et qui marquent l'année, Neptune en Poisson, lui il va avancer en gros 3 degrés. Hein. 3-4 degrés, 18, 20, 22 degrés, retour en gros il est ici, début du troisième décan des Poissons. Et ici, Pluton, lui Pluton, comme il est très lent, ne va pas sortir du fameux troisième décan Capricorne. Hein. Donc il va avancer un petit peu de quelques degrés. En gros, c'est entre 24 et 26 degrés 48 du signe. Alors forcément, ceux qui sont Capricorne troisième décan, vous verrez après, ils bloquent Pluton dans leur décan et sur leur soleil. Hein. Alors, si on poursuit la chose, ça se complique quelque peu. Donc vous voyez, vous avez un gros problème, c'est que vous avez un aspect positif, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas totalement positif, mais Jupiter-Saturne, avec un carré, ce qu'on appelle un carré en astrologie, c'est-à-dire l'aspect le plus négatif possible, avec Uranus, mais qui a aussi Mars. Alors, que vient faire Mars là-dedans? C'est que Mars, après avoir été en Bélier pendant un bon bout de temps, et puis faire les aspects négatifs aux planètes en Capricorne ici, il était là, en gros, une bonne partie de l'année, passe en Taureau aussi. Passant en Taureau, il se retrouve conjoint à Uranus. Et il se retrouve faire aussi tous les carrés. Vous voyez ici, à cette conjonction nouvelle-là. Et vous vous dites, si j'ai ça, qu'est-ce que ça peut donner? Une conjonction Mars-Uranus en Taureau, en aspect négatif à la conjonction ici. Eh bien, finalement, que des problèmes. Hein, c'est-à-dire que là, vous avez une conjonction en Taureau de Mars qui n'est pas bien en Taureau, parce qu'il est maître du Scorpion, il est en exil en Taureau, en gros, c'est pas un bon signe pour lui, il est un petit peu à patauger dans un signe très lent et dans un signe de terre, alors que c'est un signe assez explosif. Et vous avez Uranus, alors Uranus, c'est son plus mauvais signe de Taureau, et Mars, c'est pas un bon signe en Taureau, et vous avez une conjonction de ces deux planètes-là. Et pour finir le plat, il y a la Lune noire qui passe en Taureau. Et c'est un aspect négatif, cet aspect ici. Les deux signes en question, Verseau et Taureau, sont des signes fixes. C'est-à-dire, et vous avez dans le zodiaque des signes cardinaux fixes, mutables. Les signes fixes, c'est des signes qui ont le plus de mal à bouger. Vous allez dire, mais là, comment ça ne peut pas bouger alors que j'ai deux planètes, au moins Jupiter, très dynamique dans un signe d'air, et puis que ça ne bougerait pas? Non, parce que c'est bloqué de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, vous avez une super tension. C'est-à-dire, en gros, vous avez un conflit, vous avez des forces qui s'accumulent des deux côtés et qui ne bougent pas à cause de la fixité des signes. Bon, sauf qu'à un moment, comme Jupiter avance dans le signe, vous n'allez plus avoir le carré, mais le fameux carré Uranus-Saturne va durer toute l'année. Par contre, le carré Jupiter-Uranus, il va s'arrêter, puis Mars, comme c'est une planète rapide, passe en Gémeaux. Vous voyez, là, vous avez le Mars qui continue l'année de l'autre côté. Hein? Donc forcément, quand ça va être très négatif, c'est-à-dire tant que Mars est en Taureau et que Jupiter et Saturne sont conjoints, c'est janvier, février, début mars. Donc là, ici, vous avez ça, là, ce que vous voyez ici. Tout ce qui est en rouge sont des aspects négatifs. C'est quand même très, très spécial. Hein. C'est du jamais vu, à part l'aspect de l'année dernière qui était très original, celui-là il l'est aussi. Il faut je ne sais pas combien de siècles pour retrouver une même conjoncture. Hein. Alors Mars qui va évoluer, il va passer en Gémeaux à un certain moment, avril-mai, il va passer, vous voyez, fin mai, début juin, Cancer. Quand il va être en Cancer, il va faire une opposition à Pluton, c'est pas fameux, il va passer en Lion. Alors, quand il va être en Lion, en juin-juillet, il va être opposé à Jupiter-Saturne en Verseau. Vous voyez, ça va être fameux, il va être en carré, là je ne l'ai pas fait, mais il va être en carré Uranus par ici, c'est pas fameux du tout, donc juin, juillet, Mars en Lion, ça ne va pas être bon comme période. Et à la fin de l'année, il va passer en Scorpion ici, vous voyez là, tout ça c'est tous les Mars, là. Tous les décans, il va finir l'année au mois de décembre, premier décan Sagittaire, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à la fois un carré à Saturne ici, à la fois une opposition à Uranus. C'est-à-dire on va retrouver les mêmes aspects avec les mêmes planètes d'une façon différente dans d'autres signes. Bon, en gros, le mois de novembre, jusqu'au milieu décembre, il n'est pas bon du tout, quoi. Hein, parce que vous voyez, quand vous êtes ici, quand vous avez Mars ici, il fait de très mauvais aspects à Saturne
à Jupiter et une opposition à Uranus qui est en face, hein, qui est ici. Donc voilà un petit peu l'aperçu de l'année. Vous voyez bien que l'année dernière, Mars qui est passé en Capricorne, qui est passé en Bélier, qui est resté 7 mois en Bélier au lieu de 2, qui ceci, cela, qui était très négatif toute l'année, ben, lui aussi quand même, pas autant de mois, mais quand même quand il est en Taureau, quand il est en Lion, quand il est en Scorpion. Alors vous allez dire, ouais, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne tout ça? Alors, il faut savoir que des aspects négatifs comme ça entre ces planètes-là, ici vous avez une très forte tension. Hein. Uranus-Mars, c'est de l'ultraviolence. Hein. Alors, si ce n'était pas en Taureau, ça aurait explosé depuis longtemps. Comme le Taureau, c'est le signe de terre, très très compact, très figé. En gros, c'est le plus terre des signes de terre et celui qui bouge le moins. Alors vous allez dire, ben là j'ai 2 planètes explosives, parce qu'il y aura une conjonction Mars-Uranus. Vu la nature des planètes, c'est très explosif. Mais c'est contenu, si vous voulez. Mais le carré, avec Jupiter, qui est quand même une planète très dynamique en signe d'air, risque de casser quelque chose. En gros, à la fin, ça va finir par casser. Alors, dans quel domaine ça peut casser? À partir du moment où c'est un signe de terre et qu'Uranus est une planète destructrice, vous pouvez avoir une catastrophe naturelle. Bon, c'est-à-dire un grand tremblement de terre, un grand phénomène géologique, etc. Alors, comme Uranus, c'est la casse et que Jupiter, c'est les finances, on peut avoir un krach financier, une crise économique. Donc, à la fois économique et financière, on la prévoit plus ou moins, vu l'état de l'endettement, vu l'état des finances, etc. Donc, comme les aspects très négatifs sont janvier, février, début mars, vous avez encore, quand Mars est ici, avec Jupiter, un aspect Mars-Jupiter. Jupiter, c'est les finances, c'est les dépenses, c'est les choses comme ça. Mars, c'est la violence, donc forcément, on l'a. En gros, les 2 premiers mois et demi de l'année, on risque gros en matière économico-financière. Après, quand Mars, et bien sûr, ici, en Scorpion, on a vu tout à l'heure, hein, qui refaisait les aspects négatifs du début de l'année à partir d'un autre signe. Et comme le Scorpion est aussi un signe qui a à voir avec les finances, ça correspond à la maison 8, donc dans dans la symbolique des signes, et la maison 8 a un rapport avec les finances aussi. Ben là, vous avez le carré par ici, donc ça serait pas fameux, en gros, au début de l'année, en juin, juillet et en novembre. Alors surtout en novembre, parce que vous avez le paquet de planètes ici. Alors, autre chose, il y a d'autres curiosités, hein. Mis à part la lune noire qui est assez violente, assez perverse, assez en taureau, alors c'est un signe de Vénus, donc un aspect lune noire Mars dans un signe de Vénus, ça peut être des scandales sexuels, des choses comme ça, dans certaines classes, soit politiques, soit du spectacle, comme il y a déjà vu tout plein là, cette année. Hein. Et alors, on va rajouter à ça, voyez en vert, Mercure. Alors, que vient faire Mercure là-dedans, qui n'est pas une planète censée être très très dure, hein. C'est que tous les ans, cette planète rétrograde. Donc vous avez les planètes qui rétrogradent, les planètes lentes, de Jupiter à Pluton, rétrograde 3 à 5 mois chaque année, selon leur vitesse de déplacement dans le zodiaque. Vénus et Mars, c'est beaucoup plus espacé dans le temps, mais Mercure, c'est 3 fois par an. Alors, l'année dernière, 2020, si on parle de l'année écoulée, elle était 3 fois rétrograde en signe d'eau. Donc elle a renforcé les signes de terre et d'eau qui vont ensemble. Hein. C'est les signes matériels, ça va ensemble. Alors, le Mercure en signe d'eau n'est pas très fameux parce que, en gros, Mercure, c'est une planète d'intellect et de cérébral, en gros, hein, maître des Gémeaux, hein, c'est pas tellement bon en signe d'eau. Par contre, là, il va être 3 fois en signe d'air. Vous voyez en vert sur la carte. Alors, vous allez dire quelle importance ça a. Alors, ça a 2 importances. D'abord qu'il est en air, c'est bien. Parce que planète maître des Gémeaux, qui passe en Gémeaux, en Balance, en Scorpion,
en Verseau au début de l'année, c'est très bien. Quand il est rétrograde, au lieu d'être 3 semaines dans un signe, va y être 2 mois, un tiers. Alors si vous additionnez qu'il va être 3 fois rétrograde dans des signes de l'air, il est quasiment 7 mois et demi dans des signes d'air, au lieu de 3 semaines en temps habituel. Ça va donc renforcer les signes d'air. Bien sûr, quand il est là, vous voyez, 2 mois et demi ici, 2 mois et demi ici, 2 mois et demi ici. Alors, bien sûr, comme le contexte de l'année est plutôt Verseau, c'est-à-dire signe d'air, un Mercure qui est 2 mois et demi dedans est justement, comme par hasard, janvier, février, début mars. Bon, ensuite, en Gémeaux, il fait un bon aspect par rapport au Verseau et un bon aspect par rapport à la Balance. Alors là, on va dire que c'est très bon. Le Mercure est très bon. Quelle influence il va avoir? C'est bien sûr, quand il est en Verseau, il est dans les aspects en carré. Et que fait une planète rapide, dit de mouvement, parce que quand vous voyez les Gémeaux, c'est très le mouvement, accélère le processus. En gros, ce qui est tendu et qui est au bord de la rupture pour casser, c'est Mercure qui va casser. Donc c'est très très important. Alors la chance qu'il y avait que cette année, il soit 3 fois rétrograde dans des signes d'air et au début d'année, avec ces planètes-là, en Verseau, carré, ces planètes ici, ça peut pas être le hasard, ça n'existe pas. Hein, c'est hors norme hein, comme chose. Hein. Alors, on va aboutir à quelque chose de très très particulier. C'est qu'est-ce qui risque de se passer en février. Alors en février, il se passe un truc absolument inimaginable dans l'année. Hein. Quand vous voyez le ciel de février, ce qui est en rouge sont des aspects négatifs. Bon, vous dites là, notre compte est bon. Vous retrouvez Uranus, Mars, la Lune noire. Vous retrouvez. Alors là, en février, il y a 6 planètes en Verseau. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait Jupiter et Saturne. Ouais, d'accord. Jupiter est ici, Saturne est ici au mois de février 1, Jupiter avance un petit peu, mais vous avez Vénus, le fameux Mercure, rétrograde en Verseau, et la nouvelle Lune en Verseau. En gros, 6 planètes. Que vous ayez 6 planètes sur 10 dans le même signe, c'est quand même très rare. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 1962, où il y a eu 7 planètes. C'était d'ailleurs, à part Jupiter, à peu près les mêmes. Et au moment d'une éclipse de soleil, alors il y a des gens qui vont dire en 1962, écoutez, il ne s'est rien passé. Ça a annoncé toute la décennie 60 de libération des mœurs et du futur mai 68. Donc forcément, un signe d'air avec un tel paquet de planètes, vous avez une explosion, sauf qu'il n'y avait pas, bien sûr, le carré par le taureau. Hein. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir que 3 planètes rapides, Vénus, Mercure, Lune, vont passer en Verseau. C'est elles, ces petites planètes rapides censées être insignifiantes, qui vont accélérer la casse. Donc en gros, milieu février, quand il y a la nouvelle Lune ici, c'est vers le 11 février ou 12 février, vous avez un risque que ces fameuses tensions des carrés là explosent. Alors, on verra bien si ça a vraiment lieu. Alors attention, ça n'a jamais lieu en astrologie le jour même de l'aspect. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, on a l'événement une semaine après, 15 jours après, parce que bon, ce qui se passe entre les planètes, les courants qui sont électromagnétiques, le temps qui s'incarne dans quelque chose de concret et de matériel, il y a toujours un laps de temps, entre autres. Hein. Alors, les nœuds lunaires sont ici, il y a un carré avec Neptune, bon, dans des signes mutables. En fait, il y a très très peu de positifs dans la chose. Il y a un petit peu de positif ici, mais bon, pas grand-chose. Hein. Donc, le mois de février, alors imaginez quelqu'un qui est né en février, là, cette année, là, un enfant qui va naître, février va voir ce ciel-là. Bon, pas très encourageant, hein, parce que vous chercherez les aspects positifs. Alors bien sûr, là, il n'y a pas l'ascendant. L'enfant va avoir un ascendant, alors il peut être ascendant lion, hein, il peut être ascendant balance, mais bon, il peut être scorpion aussi, il va avoir le carré vers ici. Hein. Bon. Alors, particularité de ce ciel, c'est le paquet, on appelle ça une doriphorie en astrologie, c'est-à-dire une concentration absolument anormale des planètes dans le même signe. Alors forcément, les planètes rapides vont vite passer en poisson, on ne reste pas longtemps ici, hein.
sauf Mercure, puisqu'il est rétrograde, va passer 2 mois ici. Saturne, il ne bouge pas de l'année d'ici. Bon, il va en rester quand même 3 sur 6 les mois qui suivent. Toujours avec Uranus de l'autre côté. Hein. Alors, avec les planètes qui s'étalent sur 113 degrés. Alors, comme vous savez qu'il y en a 360 en tout, vous voyez que toutes les planètes sont concentrées sur un tiers du zodiaque. Ici, il n'y a rien. Donc, quand il y a ça, il y a un déséquilibre dans le ciel. Si vous voyez le ciel, par exemple, avec un vaisseau spatial par-dessus le système solaire, vous voyez que toutes les planètes sont du même côté. Forcément, ça crée un déséquilibre. C'est comme si vous aviez un disque qui reposait sur une pointe, avec des boules en fer disposées, bien sûr, dans chaque signe sur le tour, et puis que vous mettiez toutes les boules du même côté. Bon, bah forcément, le plateau va basculer, donc on est là. Hein, ça. Donc, très, très difficile le mois de février. On verra après, si on est Verseau, comment on survit ce genre de choses. Alors, ensuite, si on avance dans l'année, on va arriver, alors on passe mars, avril, mai, juin. Quand on arrive en juin au solstice d'été, bon, on est dans cette situation-là. On a encore pas mal d'aspects négatifs et un petit peu de positifs là quand même, hein, vous voyez. Mais bon, on a toujours Saturne, carré Uranus, carré Mars. Vous retrouvez ces fameuses 3 planètes, Mars, Uranus, Saturne, qui sont très difficiles en astrologie, qui sont encore une fois tous les 3 en signe fixe. Bon, toujours Verseau, Taureau, Lion. Donc le Mars qui n'est pas commode du tout en Lion, il est très fort, hein. Très dynamique, très passionné. Il est beaucoup plus fort en Lion qu'en Taureau, mais enfin il fait les aspects négatifs là. Toujours une tension très très forte. Bon, des planètes rapides qui passent là-dedans, bah, vous avez le même clash possible. Donc en juin, en gros le solstice c'est 21 juin, vous avez quand même une tension assez importante, j'allais dire dans le monde. Hein. Et alors la curiosité, c'est que Jupiter sera passé en Poisson. Il va passer 2-3 degrés en Poisson, 3 mois avant de revenir en Verseau, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas d'aspect négatif avec Jupiter, mais on a les 3 autres ici. Hein. Alors si on continue pendant l'année, on va arriver au fameux mois de novembre. Et là, au fameux mois de novembre, vous vous retrouvez quand même pas mal d'aspects négatifs. Hein, vous voyez que Jupiter va être revenu ici, 3e décan Verseau. Vous avez toujours Saturne, 1er décan Verseau, et vous avez Mars, Mercure, les planètes rapides qui sont ici en Scorpion. Forcément, ça fait une opposition à Uranus en Taureau, et des carrés. Bon, toutes ces planètes-là font plusieurs carrés. Hein. À Saturne, quand ils avancent dans le 3e décan, font tous les carrés à Jupiter, et quand vous avez les fameux carrés Mars-Jupiter, vous avez le clash possible, donc soit de la violence, soit la crise financière. Donc en gros, la crise financière peut se produire au début de l'année, en mai, juin, en juillet et en novembre. Alors vous allez dire, oui, mais alors c'est quand, s'il y a plusieurs dates possibles? En gros, si in extremis on échappe à une date, on risque pour la suivante. Hein. Alors pourquoi il y aurait ça? Parce que les finances sont déjà très difficiles. Hein. Vous savez qu'il y a le problème de l'endettement, que pour l'instant on maintient l'économie à flot dans tous les pays parce qu'on emprunte. En gros, c'est bien simple, on dit on va faire un plan de sauvetage de plusieurs milliards, et bien les milliards vous les avez où puisque les caisses sont vides? Bon ben c'est pas grave parce qu'on emprunte. On dit vous n'allez pas rembourser un jour, alors on croit toujours qu'on va faire comme pour les pays d'Afrique. Vous savez, les pays d'Afrique avaient un remboursement à faire de plusieurs fois leur PNB, puis à la fin on a fait une réunion internationale pour leur faire cadeau de la dette. Donc on a remis les compteurs à zéro, on a dit bon, on annule la dette. Mais attention, annuler la dette pour la Somalie ou pour la Namibie, c'est pas annuler la dette pour la France ou pour l'Italie. Alors comme ces pays-là sont déjà très difficiles sur le plan financier, il peut se passer quelque chose, bon on craint ça. Hein. Ce qui se passe, le phénomène ukrainien. Alors qu'est-ce que c'est que le phénomène ukrainien? C'est quand il y a eu une faillite de l'État en Ukraine, l'État pour se renflouer, comme il n'y avait plus rien, que les bailleurs internationaux ne faisaient pas confiance à un pays avec des finances un peu tangentes, eh bien on écrète tous les comptes en banque.
C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, l'État confisque votre avoir, il vous laisse telle somme. Là, je ne sais pas, allez, imaginez qu'on laisse tout ce qui est en dessous de 10 000 euros sur un compte en banque possible, tout ce qui est au-dessus de 10 000 euros de placement, hein, de compte d'épargne, de choses comme ça, est confisqué. Sous la promesse de dire quand l'économie va repartir, on vous remboursera, et puis on n'a jamais remboursé dans les pays en question. Bon, très délicat, très difficile. Donc là, novembre, on risque vraiment gros. Et si on va jusqu'à la fin de l'année, il y a une éclipse totale de soleil le 4 décembre 2021 qui est comme ça. Alors là, il y a quand même quelques aspects positifs. Vous voyez que les planètes sont quand même toujours dans un cercle particulier. Alors on a aussi là une surprise, c'est qu'on a une éclipse totale de soleil, là ce mois-ci, en décembre 2020. On l'avait le 14 décembre. Hein, alors quand il y a une éclipse, c'est toujours très mauvais sur le plan mondial, parce qu'en clair, c'est interprété symboliquement comme l'éclipse de la lumière, le soleil étant la lumière, donc ça éclipse le soleil, c'est les forces de la nuit, donc la lune qui est la force de la nuit qui gagne contre le soleil. Le phénomène ne dure pas longtemps, certes, mais symboliquement la lumière est éclipsée, donc forcément ça accroît ce qui va de travers. Alors après, il y a une importance selon les signes où ça tombe. Alors curieusement, ça tombe 2 fois de suite dans le même signe, à 1 an d'intervalle, dans un axe Sagittaire-Gémeaux. Hein, l'éclipse, la nouvelle lune en Sagittaire. Alors ça donne... Alors, conjoint avec Mercure, on a vu l'importance dans l'année de Mercure qu'il est en Sagittaire, ben, figurez-vous qu'en 2020 aussi, on a une conjonction de l'éclipse avec Mercure, cette année et l'année prochaine, à 1 an d'intervalle. Alors, en général, quand il y a une éclipse, ça crée un phénomène physique réel particulier. C'est que les ondes solaires sont court-circuitées par l'éclipse. En gros, il y a un rayonnement solaire, puis là, comme la Lune passe devant le Soleil, bon, elle court-circuite les ondes qui sont dispersées d'une façon inhabituelle et qui détraquent un petit peu le champ magnétique terrestre. Donc là, ce n'est pas des blagues astrologiques, c'est un phénomène physique, astronomique, réel. Et ça amène toutes ces perturbations, ces champs électromagnétiques modifiés, eh bien, à des catastrophes naturelles ou politiques, ou bon, dans les structures des États, des gouvernements. Bon, en général, c'est plutôt des catastrophes naturelles. Donc, quand on étudie toutes les éclipses, on s'aperçoit que dans les mois qui suivent, il y a souvent des tremblements de terre. Alors, c'était le cas avec la grande éclipse de 99, et je crois que c'était le cas l'année dernière. Il y a eu quelques tremblements de terre. Alors, ils peuvent être légers, hein. Ils peuvent être de 4-5 sur l'échelle sur Richter, mais là, on peut peut-être, vu l'ambiance de l'année avec le Verseau Taureau et la casse dont on a parlé tout à l'heure, un très grand événement. Donc on finit l'année, quand on est 4 décembre 2021, par une éclipse, alors, juste avant Noël. Hein. Vous savez, la nouvelle lune au début du mois, Noël. À la fin du mois, ben, vous retrouvez le fameux carré Uranus, Saturne, vous voyez, 1139, 914, bon, en gros, vous avez le carré. Donc le carré Uranus-Saturne, vous l'avez toute l'année. Hein. Alors c'est un carré difficile, pourquoi? Parce qu'en gros, Uranus, c'est l'avenir, c'est tous les projets, c'est le dieu du ciel, donc c'est en gros, hein, je m'évade un petit peu. Saturne, c'est plutôt, bon, je verrouille, je visse un peu, traditionnellement, hein. En gros, c'est une guerre entre le passé et l'avenir. L'avenir, c'est Uranus, le passé, c'est Saturne. Ils vont se livrer une bataille toute l'année pour dire, est-ce qu'on reste figé dans le passé ou est-ce qu'on évolue? Alors imaginez le débat dans le monde entier toute l'année. Est-ce que je révolutionne tout? Est-ce que j'avance? Est-ce que ça bouge? Ou est-ce qu'on reste figé, etc. Selon cet aspect-là, qui en gros, à quelques degrés près, hein, 9, 10, 12, bon, etc., hein, dure toute l'année. Bon, très difficile comme aspect et qui se poursuit encore un peu en 2022 parce que le temps que, Saturne qui va beaucoup plus vite qu'Uranus ne fasse plus le carré, quand il va être ici, il ne va plus faire le carré, Uranus va rester ici, Saturne va passer ici, bon, le carré va se défaire. Mais en gros, 2022, on l'a encore, donc c'est un aspect quand même très embêtant.
Donc on a deux aspects primordiaux dans l'année. On a cette fameuse conjonction exceptionnelle Jupiter-Saturne et le carré Uranus-Saturne. C'est très rare qu'il y en ait un dans le ciel, hein. Mais là on l'a. Et alors, si on prend alors, il faut que je retrouve ma page, excusez. Si on prend très schématiquement les choses, alors vous avez toujours cette conjonction Verseau, Jupiter-Saturne, les lignes rouges et les carrés, ces deux planètes-là en taureau, on a vu tout à l'heure, hein, plus la lune noire, c'est tous les lignes rouges, et en plus un aspect supplémentaire, quand Saturne et Jupiter avancent un petit peu dans le signe du Verseau, ils vont faire un demi-carré, en pointillé c'est un demi-carré avec Neptune. Bon, en gros, un demi-carré, c'est 45 degrés. C'est pas trop grave, mais comme ça se rajoute à ce paquet-là, c'est un peu difficile aussi. Alors, conclusion de tout ça, c'est que vous risquez d'avoir plusieurs choses très difficiles. Alors, mis à part la crise économico-financière dont j'ai parlé, mis à part des risques de catastrophes naturelles dont j'ai parlé, vous avez une montée de la violence et une montée du fanatisme dans le monde. C'est-à-dire que le terrorisme devrait s'amplifier. Alors pourquoi? Parce que forcément, les aspects Mars-Uranus sont très violents et les aspects avec Jupiter amplifient cette violence parce que Jupiter, c'est une planète d'excès, d'expansion, de développement. Donc en Verseau, on va dire, allez, j'accélère tout un peu trop vite. Heureusement, Saturne, j'allais dire l'enveloppe un petit peu, l'empêche de faire trop de dégâts, mais en gros, il verrouille l'expansion jupitérienne, mais pas trop, vu la tension des aspects. Donc on peut avoir une recrudescence, mais il est déjà pas mal, hein, vous avez vu l'année. Hein. Aux États-Unis, en France, on a vu l'année avec les... en France, cette décapitation là, qui a eu lieu, là, et puis aux États-Unis, tous ceux qui ont été tués par des policiers, les violences entre policiers et manifestants, les black blocs, les machins. Donc c'est un peu ça ici, hein, ça. Et alors l'aspect Saturne-Neptune, c'est très mauvais aussi. Les deux planètes n'ont rien à voir ensemble, Saturne et Neptune. Hein. Neptune, c'est les poissons, c'est je sais pas de structure, c'est le rêve, c'est l'imagination. Et Saturne, c'est la structure, l'intellect, les choses bien carrées, etc. Les deux ensemble créent... Alors, quand vous avez un aspect positif, Jupiter-Neptune, en gros, l'imagination est contrôlée par Saturne. Mais quand vous avez un aspect négatif, même mineur, en gros, c'est trouble psychique. Donc ça veut dire quand même qu'au niveau de l'humanité, parce que là, on n'est pas dans les thèmes individuels, hein, au niveau de l'humanité, vous allez avoir comme une croissance des déséquilibres psychiques. Donc un peu plus de cas de folie, un peu plus de dépression, comme nous on a déjà les records de dépression, comme vous savez. En France, on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Les deux confinements vont pas améliorer la situation, mais avec cet aspect-là, c'est pire. Donc après avoir une crise sanitaire là, physique, plutôt pulmonaire, on pourrait avoir là les établissements hospitaliers psychiatriques complètement débordés. D'ailleurs, c'est commencé, hein. Puisqu'on a signalé au ministère de la Santé à peu près 30% de cas de dépression en plus dans l'année. Je parle pour la France, hein. Ça doit être un peu pareil partout. Donc vous voyez, l'année est quand même un peu particulière. Est-ce qu'elle est du même tonus de négativité que cette année? Moins parce qu'il y a le Verseau. Parce que le Verseau est quand même un signe d'ouverture, un signe de dépassement, un signe d'amitié, un signe de fraternité, un signe de social. Donc, s'il n'y avait pas ce fameux carré avec Uranus-Mars, Mars, ça ne va pas durer longtemps, ça dure 2 mois et demi, mais avec Uranus, on n'aurait pas une année négative. Mais là, on ne peut pas éviter la chose. Alors, vous allez voir avant qu'on arrête, parce que ça, c'est la présentation de l'année. Donc, en gros, on va galérer quand même jusqu'à la fin de l'année, hein. Jusqu'à cette fameuse éclipse, la fin de l'année. Puis je ne vous dis pas 2022, 2000 ceci, 2000 cela. Parce qu'en gros, c'est assez dans les problèmes jusque 2025. Alors, cette fameuse conjonction dont j'ai parlé tout à l'heure, Jupiter-Saturne,
qui est à la fois rare et pas rare. Dans le ciel, elle fait des cycles de 20 ans. C'est-à-dire que tous les 20 ans, vous avez une conjonction Jupiter-Saturne dans le ciel. Alors c'était très important avant, parce que quand on ne connaissait pas, même si elles existaient, Uranus, Neptune, Pluton, etc., les deux dernières planètes du système solaire, c'était ces deux-là, et bien sûr, elles ont une importance particulière. C'est de très grosses planètes, hein. Jupiter, c'est un volume absolument considérable, Saturne aussi. Ce sont des planètes de gaz, hein, donc elles n'ont pas de croûte, comme la Terre, hein. C'est des volumes considérables, mais gazeux, hein. Alors avec tout plein de satellites qui tournent autour, etc. Donc très très longtemps, alors c'est le bout du système solaire. C'est-à-dire quand on arrive à Jupiter et Saturne, comme avant on ne connaissait pas les planètes qui étaient au-delà, c'était le bout du monde, et c'est pour ça que ça, bout du monde, comment dire, cosmique, pour le système solaire, pour nous, sur la planète Terre, et on disait que comme Saturne était la planète la plus éloignée du Soleil, elle était la plus froide, et donc dans ce cas-là, eh bien, c'était la planète de la mort. Parce que bien sûr, le cimetière, les corps refroidis, symbolisait la mort, donc c'était la planète de la mort. Alors, quand il y a une conjonction avec Jupiter, c'est très très particulier. Donc ces deux plus grosses planètes ont beaucoup de points différents et quelques points communs. En gros, Jupiter, c'est la jovialité, l'expansion, l'optimisme, la générosité. Le Jupiter est bon vivant, c'est un gourmand. Vous voyez, c'est une planète agréable, hein. Dite la principale planète de chance avec le Soleil. Donc il était appelé dans les temps anciens le grand bénéfique. Et Saturne, c'est l'inverse, c'était le grand maléfique. En gros, c'est la froideur, la rigueur, l'ascétisme, le pessimisme, les idées noires, la mélancolie. En gros, eh bien sûr, Jupiter correspond au Sagittaire, un signe de feu, et Saturne au Capricorne. Bon, on retrouve un peu le clivage, le feu, le chaud, et Saturne, le froid. Alors, il y a des cycles très particuliers, vous voyez, tous les 20 ans, donc vous avez une conjonction dans le ciel à Saturne-Jupiter qui se produit bien sûr dans des signes différents. Et tous les 200 ans, vous avez un cycle d'un élément qui finit. C'est-à-dire les conjonctions sont toujours dans le même élément, le feu, la terre, l'air, l'eau, et au bout de 200 ans, on change d'élément, sauf quelques anomalies. Hein? Et tous les 800 ans, on fait un tour complet du zodiaque et on retombe à 0 degré du bélier. C'est-à-dire tous les 800 ans, vous avez une conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré du bélier, puis ça recommence. On a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau, etc., selon des cycles de siècles et de siècles et de siècles. Hein. Alors, c'est trop bien fait, c'est trop mécanique pour que ce soit dû au hasard. Et alors, il y a des aspects particuliers. Alors, vous voyez, là, des aspects particuliers, j'en prends depuis 1782, 0 degré Capricorne, c'est très important que c'est le 0 degré d'un signe. Parce que ça ouvre toute la série des signes de terre. Donc, vous voyez, 1782, 0 degré Capricorne, cette grande conjonction Jupiter-Saturne qui va donner le ton pour les 2 siècles qui suivent. Et alors, vous voyez, 1802, vous êtes 20 ans plus tard, ça tombe en Vierge. Après, curieusement, ça tombe en Bélier, ça retombe Capricorne, Vierge, Taureau, Capricorne, Vierge, Taureau, voilà, etc. On a quelque chose quand même de très particulier. Vous voyez, ça suit toujours le T, c'est les terres. Hein. Et vous voyez les dates, ça correspond à peu près à un peu plus de 2 siècles, avec toujours le même élément. Et puis après, ça change. Là, on est bien à 0 degré Verseau, là, 21 décembre 2020. Ah, forcément, le fait que ce soit 0 degré Verseau, c'est très important. Ça ouvre des signes d'air pendant, bien entendu, des décennies. Si on prend 2040, on est en balance. On va avoir une conjonction Jupiter-Saturne en balance, en 31 octobre. En 2060, vous allez avoir un Gémeaux, puis ça va reprendre Gémeaux, balance, Verseau, balance, Gémeaux, etc. dans 2 siècles. Et ça suit... comment dire, la nomenclature des éléments du zodiaque, c'est-à-dire feu, terre, air, eau. Forcément, à feu, terre et eau, pourquoi? Parce qu'on commence le zodiaque au bélier, on passe le taureau, signe de terre, on passe les gémeaux, signe d'air, on passe le cancer, signe d'eau, puis on revient feu,
Terre, RO, et ça suit exactement la chose. Vous allez dire, quelle probabilité il y a que ce soit dû au hasard? Absolument aucune. Absolument aucune. Alors, de temps en temps, il y a une bizarrerie. Soudain, après avoir fait quelques signes de terre, on retombe dans le signe de feu qui était les 2 siècles d'avant en feu. En gros, c'est comme si on vous disait il y a un rappel du feu d'avant, mais on va passer définitivement en terre. Là, il y a un signe d'air, et puis on vous annonce qu'après, vous allez avoir que des signes d'air. Alors, est-ce que c'est plus important, parce que nous, on est ici, plus important d'être en signe d'air qu'en signe de terre? Ben oui, parce que quand vous voyez les dates, 1782 à 2000, vous êtes dans la fameuse ère industrielle, rationnelle. Là, vous êtes philosophie des Lumières, révolution industrielle, machine à vapeur, etc. Révolution, hein, allez là-dedans. Hein. Et puis on fait tout le siècle industriel, les mines, la métallurgie, etc. Puis quand vous arrivez ici, tournant de l'an 2000, 2020, après vous avez que des signes d'air. Beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Alors, rien que la nomenclature donne à réfléchir, quoi. En gros, si le ciel pense, il a vachement organisé le cosmos. Hein, ça peut pas être dû au hasard, un truc pareil. Donc, à des questions que tout le monde se pose. L'air de dire, est-ce que le confinement va continuer? Vu les signes d'air qu'il y a cette année, c'est-à-dire le Verseau, ça, plus 3 fois, c'est-à-dire 7 mois et demi, Mercure dans des signes d'air. Alors que l'année dernière, vous avez vu, c'était très Capricorne. Est-ce qu'on peut maintenir un confinement? Alors jusque fin janvier, à peu près. Mais après, en gros, un confinement ne correspondrait plus du tout à la marge des astres. Vous allez dire, oui, mais notre gouvernement n'est prévu... J'entendais hier qu'on pourrait confiner jusqu'au mois de mai, confirmer jusqu'au mois de mai avec les thèmes que vous avez vus tout à l'heure, mais c'est impensable, c'est totalement contraire aux astres. Alors, ou on maintient quand même, donc on donne un tour de vis, ça va exploser. Hein. Vous ne pouvez pas, avec ces planètes-là, enfin, avec ces signes-là, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas. Hein. Donc, en gros, là, à partir de février, jusqu'à l'éclipse de fin d'année, on risque l'explosion à tout moment. Hein. Si le confinement est maintenu, si on libère, on lâche du lest, on dit, on voit que les astres sont plutôt à la liberté, à la reprise du transport aérien, au tourisme, on lâche du lest, puis on verra, puis s'il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, qui n'ont pas peur, vont voyager, etc., ça redémarre. Mais rien n'est moins sûr. Hein. En gros, puisque la tendance, c'est que, vu les aspects, hein, vous avez vu Taureau Verseau, il va y avoir un côté liberté, un côté répression. Les dictatures se renforcent d'un côté et l'esprit révolutionnaire se renforce de l'autre. Donc vous êtes dans une radicalisation totale du je veux vivre, je veux sortir, je veux ceci, et vous ne bougerez pas parce que vous risquez la mort. Et donc on est dans un contexte de tension comme ça qui va finir par sauter si on suit la marche des astres, hein, entre guillemets. Bon, alors, en astrologie, il faut bien le dire, hein, rien n'est jamais sûr à 100%, parce que c'est des interprétations par rapport aux positions. Bon, on a vu l'année dernière que ça correspondait totalement à ce qui était annoncé. L'avènement un petit peu de la Turquie sur la scène internationale, ça aussi, ça a un sens, hein. Parce que là, on a quelqu'un qui veut jouer un rôle, le chef de la Turquie veut jouer un rôle très très important au Moyen-Orient. On a une guerre à 4, si on peut appeler ça comme ça. Les grands pays, c'est la Turquie, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui chacun veut être leader du Moyen-Orient. Dans un contexte lunaire, on a vu tout à l'heure de l'islam, au passage la fameuse hégire, donc l'ère musulmane qui commence en 622, ça s'est passé. L'hégire, c'est quand Mahomet a quitté la Mecque parce qu'il a été persécuté pour se réfugier à Médine pour vivre sa religion, la nouvelle religion. C'était au mois de juillet, donc c'était sous le signe du Cancer. Donc c'est la Lune qui est maître du Cancer, donc on retrouve un aspect lunaire de ce côté-là. Vous voyez que tout se tient dans une cohérence extraordinaire quand on étudie l'astrologie. L'astrologie au niveau mondial et au niveau des civilisations, hein, pas les thèmes individuels qu'on va voir après. Donc si on résume, vous risquez cette année la crise financière, la crise politique, la montée de la violence, la montée du fanatisme et quelques catastrophes naturelles.
En gros. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un message d'espoir? Bah, oui, parce que forcément, une situation pareille fait quand même réfléchir. Et on voit bien des gens qui ne se préoccupent en rien d'ésotérisme, de religion, de trucs comme ça, commencent à dire il se passe quand même des drôles de choses sur cette terre, c'est pas possible qu'il se passe des choses pareilles. On ne nous dit pas tout ce qu'il y a dans la coulisse, etc. Et c'est sans doute la préparation d'un monde nouveau. Alors forcément, tous les aspects dits de désordre à la fin des temps correspondent à un futur ordre. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui doit mourir, c'est prévu qu'ils doivent mourir. En gros, les planètes qui cassent, ils cassent des choses qui ne doivent plus exister. Donc, elles font le ménage, en gros. Ça serait une sorte de nettoyage pour un monde nouveau, l'ère nouvelle, hein, je vous ai dit tout à l'heure, on ne revient pas là-dessus, qu'on appelle pompeusement ère du Verseau, mais qui est la nouvelle ère. Alors, le problème, c'est toujours le même, on ne sait pas la date. C'est-à-dire quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Les prophéties vont depuis 1999 jusqu'en 2036-2040. Bon après, alors comme vous voyez qu'on est là, bon on est dans les dernières décennies quand même, hein, mais il n'y a pas de date précise, hein, il y a quand l'humanité est prête, qu'elle est réceptive, qu'elle est ouverte à un changement de monde complet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là que je reviens à l'histoire de Plante du début. Bon, toujours être avec des pensées plus positives que négatives, bien entendu, même bannir complètement le négatif. Toujours se réunir avec des gens qui sont dans une option où on veut une ère nouvelle, on veut que ça change, on veut être positif, on veut être entre personnes de bonne volonté, bien entendu. Et puis alors surtout l'union. C'est-à-dire le fléau du monde actuel, c'est la division. Alors on voit bien au niveau politique comment c'est divisé, archi-divisé, même quelquefois à l'intérieur du même parti, où ils sont déjà que 50 adhérents, ils sont divisés en 3 factions. C'est absolument invraisemblable. Le monde est totalement divisé. L'Europe, l'Angleterre en sort. Les États-Unis sont cassés en deux entre les républicains et les démocrates. On a une nouvelle guerre internationale, États-Unis-Chine, etc., etc. On voit bien que les forces des ténèbres sont pour la division. Plus ils divisent, mieux c'est, et plus les gens sont en guerre, mieux c'est, que finalement, il faut œuvrer pour l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à unir les choses, les gens et les personnes qui sont, disons, j'allais dire de bonne volonté. Ça ne veut pas dire que les autres sont laissés pour compte, ils n'ont qu'à devenir hommes de bonne volonté et se rajouter à l'ensemble. C'est quand il y aura une majorité de gens comme ça que tout basculera dans X, Y années. Voilà, on arrête là. Merci.